Donc, merci d'avoir accepté cette invitation, donc, qui nous permet quand même d'avoir un petit échange sur ces questions importantes qui sont les modes d'action de la société civile. Même depuis le moment où on a organisé cette conférence, enfin ce débat, et puis la situation actuelle, on a vu que il y a qu'à voir ce week-end à Berne, il y a eu une petite manifestation aussi qui amène un petit peu d'eau au moulin des réflexions qu'on peut se faire, notamment s'agissant de la désobéissance. Il y a aussi Amnesty, hein, pour ne pas les citer, qui ont pris aussi position il n'y a pas très longtemps, une dizaine de jours, en mettant un petit peu, en s'inquiétant, disons, les pertes de liberté de manifester ou d'expression de son opinion. Voilà. Donc, on sera deux à animer ce petit échange. Donc, peut-être je te donne la parole, Amélie. Oui, donc on travaille tous les deux ici au centre de documentation d'Alliance Sud. Donc moi, je m'appelle Amélie Valoton et mon collègue Pierre Plat. Donc le centre de documentation d'Alliance Sud est un centre de documentation spécialisé dans les enjeux mondiaux, les relations Nord-Sud. Et donc bien sûr, on est normalement ouvert au public. On a 8 ans d'archives, de coupures de presse qu'on met à disposition du public. Sur les thèmes et sur tous les pays du Sud et de l'Est. Et puis, à côté de ce travail de documentaliste classique, on a aussi un programme d'animation qu'on répète chaque année sur un thème, un nouveau thème. Et donc, à chaque fois, on organise des conférences, une exposition, des projections de films. Et cette année, on travaillait sur le thème de la société civile, puisqu'on a vu l'année dernière, tout au long de l'année, la société civile se réveiller un peu partout dans le monde. On a eu l'impression de l'émergence d'un phénomène mondial qu'on voulait questionner durant cette année. Et là, l'événement qu'on organise maintenant, c'était en fait, on avait l'idée d'avoir une conférence de Carole Widiger hier soir sur le thème de la société civile et de la violence. Et puis, le lendemain matin, une table ronde sur la question des modes d'action dans la société civile d'aujourd'hui, comment elle fonctionne, comment elle agit, etc. Et puis, les événements des derniers mois nous ont contraints à changer de forme et puis un peu à repenser même éventuellement le contenu, on verra par la suite. Donc, Pierre, je te laisse présenter nos intervenants. Bon. Donc moi, j'ai réfléchi à comment, entre guillemets, je voulais vous présenter, puisque vous connaissez peut-être entre vous, mais le public ne vous connaît pas forcément. Donc, je voulais juste dire quelques mots sur qui vous êtes. Et puis, en fait, comme je suis peut-être pas le mieux placé pour faire un descriptif de chacune d'entre vous, j'ai plutôt pris le point de vue de dire pourquoi on vous a demandé de participer, ou pourquoi on vous a sollicité. Euh, donc voilà, je vais dire juste quelques mots, après vous compléterez, chacune d'entre vous, vous nuancerez ou compléterez ce que j'ai dit. Donc tout d'abord, Carole Williger, moi je ne sais pas si vous êtes d'accord qu'on s'appelle par les prénoms plutôt que donner chaque fois tout. Donc patronyme complet. Donc, Carole Williger, qui est docteur en histoire contemporaine, puis enseignante à l'université de Fribourg, si je ne me trompe pas, et dont les sujets, disons, d'intérêt sont les mouvements sociaux, la violence en politique, en particulier en Suisse. Donc, elle a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Donc, on pourra peut-être revenir tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Ensuite, il y a un ordre, c'est un ordre tout à fait hasardeux. Hein, donc, Mathilde Maranda, donc, qui est secrétaire politique, coordinatrice romande et des Jeunes Verts. Donc, peut-être oui, en fait, je n'ai pas dit Carole Williger, c'est plutôt l'aspect justement historique. Carole Williger vient du milieu académique, donc c'était aussi pour donner un peu la parole à ce milieu-là. Mathilde, c'est plutôt donc l'aspect, je dirais, politique, engagé politiquement. Donc c'est aussi par rapport au mode d'action, c'est un petit peu cet éclairage-là qu'on a voulu solliciter. Quant à Paul Castelin, Paul, c'est
plus l'aspect vraiment purement militant. Donc, on a pensé notamment je crois que vous faisiez partie de l'équipe de tennisman du Crédit Suisse, si je ne me trompe pas, voilà. Donc, c'est aussi cet aspect-là. Donc, vous avez repéré, si vous permettez l'expression, dans le reportage de temps présent, là, c'est là qu'on vous avez vu pour la première fois. Et puis finalement, Alexia Rosset, donc, qui est collaboratrice du laboratoire de transition intérieure, elle pourra peut-être nous dire en 2 mots ce qu'est ce laboratoire. Nous, ça nous semblait intéressant justement d'avoir aussi cette approche-là, parce qu'en fait, on a aussi, bon, disons qu'on a aussi nos idées, donc on a aussi un peu la conviction qu'un changement ne peut pas s'opérer sans que soi-même on fasse aussi une réflexion sur soi-même. Donc voilà, ce sera un petit peu pour donner aussi cet éclairage-là. Ouais, en fait, non, je travaille plus pour les Jeunes Verts Suisses depuis 2-3 mois. Je ne suis plus à ce poste-là, même si je suis encore membre des Jeunes Vertes. Mais voilà, je voulais préciser du coup. Oui, merci beaucoup, mais ça donne quand même toujours, c'est toujours valable, disons, cette provenance, disons, cette expérience que vous avez pu accumuler au sein de cette structure politique, c'est un peu cet aspect-là qu'on avait envie d'explorer. Donc, maintenant, on va passer peut-être directement à cette première question, et moi, je propose de donner la parole en premier lieu à ceux qui ont choisi cette question, puis ensuite, chacun pourra s'exprimer à son tour. Donc, si je reprends la question, donc comment s'opère un changement de système, un lien entre réflexion individuelle et action collective, quelle dépendance, quelle corrélation entre l'une et l'autre sphère. Donc, je vais peut-être donner la parole à Carole pour ouvrir le débat ou disons la réflexion sur la question. Bon, par rapport à l'individuel et au collectif, moi, effectivement, je donne le point de vue de comment est-ce qu'on a étudié les mobilisations et les protestations dans l'histoire. Et puis, je pense que ce qui est intéressant de retenir de tout ça, parce qu'évidemment qu'il y a beaucoup de choses qui ont été publiées, mais c'est qu'au début du XXe siècle, on avait un peu tendance à voir les protestations comme des phénomènes de foule qui étaient motivés par la frustration. Et puis qu'un individu au sein de cette foule, il se permettait d'avoir des comportements qu'il ne se serait jamais permis d'avoir seul en raison de l'anonymat que lui offrait le groupe. Donc évidemment que c'est une interprétation des protestations qui a ensuite été largement remise en question dès les années 50. Et à partir des années 70, les chercheurs et les chercheuses en sociologie, ils se sont un petit peu intéressés aux protestations étudiantes de la fin des années 60, où ils se sont dit, finalement, des étudiants qui protestent contre la guerre du Vietnam et pour obtenir une société plus égalitaire, ça n'a rien à voir avec la frustration. Et puis, en observant les mouvements, ils se sont dit, ils ne sont pas du tout irrationnels, ce n'est pas du tout une foule en délire, puisqu'ils définissent des objectifs très clairement. Et puis, à ce moment-là, ils se sont aussi interrogés sur qu'est-ce qui pousse un individu, à un moment donné, à rejoindre une action collective. Parce qu'on connaît tout ça, je pense qu'on peut être frustré à un moment donné de notre vie. Et puis quand on arrive le soir, on se dit qu'on n'est pas content de ça. Mais finalement, le lendemain, on repart sans qu'il y ait rien qui ait changé. Donc ces chercheurs-là se sont dit, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un individu mécontent va rejoindre un mouvement social. Et puis, ils se sont bien sûr dit que tout ça dépendait du contexte, dépendait d'une étude de cas précise, mais ils ont quand même trouvé qu'il y avait 3 aspects qu'on retrouvait dans tous les processus de mobilisation, qui était le fait que ces individus partageaient un contexte donné, ça c'est la première chose, qu'ils étaient liés dans un réseau informel, c'était la deuxième chose, ils partageaient surtout des valeurs communes. Et puis enfin, ils avaient à peu près toutes et tous identifié un adversaire politique contre lequel ils souhaitaient lutter. Et puis, à partir de ces 4 choses, en général, du moment qu'on est dans un réseau informel, qu'on est dans un même contexte, qu'on partage les mêmes valeurs, et puis qu'on a identifié l'adversaire politique à qui adresser nos demandes, en général, ça produit une action collective. Alors évidemment que ce n'est pas la recette infaillible, parce qu'on peut mettre tous ces ingrédients-là dans la même marmite, ça ne donnera pas forcément la même chose, parce qu'ensuite, ça dépend d'autres facteurs.
Merci beaucoup. Donc maintenant, je pourrais passer la parole à Alexia, peut-être, justement pour l'aspect individuel plutôt. Merci de mettre cette question à l'ordre du jour, parce que c'est vrai que au sein de mes valeurs et aussi du travail qu'on fait au laboratoire de transition intérieure, où justement on essaye d'opérer ce changement de système, ce changement de paradigme, voilà, on part du postulat que c'est essentiel d'avoir une transition intérieure, mais aussi extérieure, individuelle et collective, donc avec tous cette interrelation de ces dimensions-là, et puis de créer des ponts entre ces dimensions. Donc peut-être, comme on n'a pas présenté le laboratoire, je peux le dire très vite. Donc c'est le laboratoire de transition intérieure qui a été créé en 2016 au sein de l'ONG Pain pour le prochain, donc qui est une ONG de politique de développement qui soutient des projets dans les pays du Sud, et puis aussi il y a tout un travail politique en Suisse, lobbying, notamment à travers l'initiative pour les multinationales responsables. Et puis c'est donc mon collègue Michel Maxime Heger, qui travaillait avant à Alliance Sud et qui est allé à Pain pour le prochain, qui a créé ça, donc dans ce rapport justement d'avoir en parallèle avec les activités de l'ONG Pain pour le prochain, d'avoir aussi ces dimensions intérieures que je vais expliciter un peu après. Et donc maintenant, c'est aussi porté par Action de Carême, qui est une ONG avec qui on collabore beaucoup. Et puis, donc peut-être, voilà, comme nous, on travaille beaucoup sur la transition intérieure, je voulais vous présenter un peu voilà, comment nous, on entend cette transition intérieure et comment elle est aussi reliée finalement aux questions individuelles, collectives et extérieures. Parce que finalement, pour nous, la transition intérieure, c'est pas que du développement personnel ou c'est pas que individuel, c'est vraiment aussi collectif. Donc, finalement, dans tout le domaine de la transition écologique, qui se développe depuis un moment, de ce changement de système, il y a toute cette dimension extérieure qui s'exprime à travers les initiatives, par exemple, dans le domaine de l'éducation, de l'énergie, de l'habitat, l'alimentation, etc. Et puis, il y a aussi toute la dimension politique, comme le fait avec des initiatives, changer les lois, mais aussi au niveau plus individuel, agir sur les éco-gestes, tous ces comportements individuels, comportements quotidiens. Et puis, donc nous, voilà, tout ce qu'on présente ici, c'est pour moi, en tout cas, c'est indispensable si on veut vraiment passer un changement de cap. Mais ça doit être accompagné aussi d'une transition intérieure. C'est Pierre Rabhi qui disait, l'agroécologiste, qui disait que toutes ces initiatives, elles sont nécessaires, mais si l'être humain n'évolue pas, ce sera un échec en plus. Et donc, qu'est-ce qu'on entend, nous, par cette transition intérieure? C'est vraiment de changer notre regard par rapport à la nature. Donc, comment on la voit? Est-ce qu'on la voit comme un stock de ressources, ou alors de quelque chose qui est vivant, qui est peut-être doté d'une âme, quelque chose de sacré? Voilà, ça peut aussi aller dans ce sens. C'est aussi l'idée de remettre l'humain à sa juste place, de revoir tout notre système de valeurs, de pensée dont on est bien conditionné depuis longtemps. D'aussi, voilà, une forme de reconnexion à la terre, aller vers plus de sobriété, comme pour reprendre le terme de Pierre Rabhi. Enfin, voilà, il y a pas mal de dimensions à ce niveau-là. Et puis, c'est vrai que voilà, pour montrer aussi ce lien entre intérieur et extérieur, c'est vrai que voilà, on peut très bien s'engager pour l'environnement à travers, par exemple, le développement durable, mais tout en considérant finalement la Terre comme un stock de ressources ou un stock de matières premières, en essayant d'avoir un usage plus durable, mais toujours en l'exploitant. Et finalement, c'est un peu le développement durable, c'est ça, c'est comment mieux prendre en compte l'environnement dans une perspective de modernité et de productivisme. Et cette transition intérieure, c'est aussi remettre en question ces valeurs-là sous-jacentes à ce modèle consumériste et productiviste. Et puis, donc, il y a un cadran que Michel a remis à l'ordre du jour, qui a repris de Ken Wilber, avec, en fait, on a ces 4 dimensions de intérieur, extérieur, individuel, collectif. Et puis, par exemple, au niveau, donc ça fait 4 cadrans, si vous voulez, où il y a 2 axes comme ça. Et puis, dans le cadran où on est dans la transition extérieure collective, là, c'est voilà, tout ce que je disais avant au niveau du politique, des lois, des entreprises. Ensuite, on a aussi le cadran extérieur individuel. Donc là, c'est aussi ce que je disais, les modes de vie, les habitudes et tout ça. Après, nous, dans le travail de transition intérieure, on a aussi la transition
à titre collectif, où là, on est dans le nous, on est la manière de se représenter la nature, nos valeurs, l'imaginaire, et puis intérieur et individuel, où on est plus dans le je. Donc là, c'est plus quels sont mes désirs, mes peurs, mes émotions aussi par rapport à la crise écologique, etc. Et puis en fait, ce cadran, ça permet d'avoir ces 4 cadrans avec ces différentes interrelations entre ces dimensions intérieure, extérieure, individuelle, collective. Ben, ça montre vraiment que à la fois, pour nous, la transition intérieure, c'est vraiment quelque chose qui est vu comme vraiment coopératif avec tous les autres cadrans et c'est pas seulement individuel, comme je le disais au début. C'est vraiment quelque chose aussi qui est au collectif, donc au service du vivant, au service de la société. Et puis aussi, ça montre que finalement, tout le travail intérieur, finalement, il prend tout son sens s'il est complété et suivi d'un travail extérieur politique, puis que le travail aussi extérieur ne fait pas sens s'il n'est pas accompagné d'un travail plus profond et plus radical. Et finalement, on voit vraiment que à la fois mes choix personnels influencent la manière et la direction où on va, où ce système va, mais à l'inverse aussi, la structure socio-économique, elle détermine aussi ma manière de penser et d'être. Et donc voilà, c'est vraiment pour nous, la transition, c'est cet aller-retour constant entre toutes ces dimensions. Et puis de changer de système, ça implique vraiment de mettre tout ça en valeur. C'est aussi ce que mon collègue Michel Maxime Heger appelle la figure du méditant militant qui fait ce lien vraiment entre ces différentes dimensions. Et puis voilà, après, ce qui est intéressant, c'est aussi dans ce panel, on voit que voilà, on a plusieurs de ces cadrans qui sont représentés. Et puis finalement, à titre individuel, on ne peut pas s'engager dans tout. Il faut voir aussi là où ça fait sens pour nous, là où on a envie de se mettre. Mais c'est vraiment l'idée de ne pas dénigrer un niveau ou un autre, mais que pour changer, on doit agir tous ensemble, vraiment en étant ensemble. Voilà. Oui, merci Alexia. Est-ce qu'il y a une réaction de l'un ou une d'entre vous par rapport à ce qui vient d'être dit? Oui, je vous remercie pour les contributions. Je trouve ça super intéressant. Du coup, j'ai la question, comment s'opère un changement de système sous les yeux? Et du coup, par rapport à la dynamique de comment s'enchaînent ces changements, alors je suis de loin pas universitaire et puis je travaille pas dans un laboratoire de recherche là-dessus non plus, hein, donc ce sera peut-être plus terre à terre. Mais j'ai vraiment l'impression que ce changement intérieur, il est, en tant qu'activiste, il est nécessaire et on le voit autour de nous pour avoir des groupes militants qui grossissent. Parce que ce changement intérieur, en fait, peut-être qu'il se fait chez beaucoup de gens, mais comme le changement collectif extérieur, il ne s'opère pas, qu'on est toujours dans une société qui nous contraint énormément sur ce qu'on va pouvoir faire ou pas, on peut imaginer qu'on se reconnecte à la nature, mais si tous les matins on doit se lever pour payer son hypothèque, aller travailler chez Crédit Suisse, bon, on peut se reconnecter comme on peut, mais ça ne va pas avoir d'impact très concret. Et puis surtout, on n'aura pas de possibilité d'aller vers l'action. Et c'est là où je crois que les militants et les activistes qui ont cette possibilité, parce qu'ils sont déjà peut-être dans un mode de vie un peu différent, ou ils ont peut-être un confort dans la société actuelle qui leur permet d'agir aussi pour ce qu'ils souhaitent, ils sont peut-être étudiants, ils ont moins de contraintes. Bref, ces militants agissent collectivement sur le système pour changer le fonctionnement du coup, de l'extérieur collectif sur un aspect assez matérialiste, c'est-à-dire changer les lois, changer nos modes de fonctionnement pour permettre ensuite à tout le monde de pouvoir adapter, d'avoir une transition intérieure et de pouvoir la mettre en place individuellement et collectivement. C'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression que cette transition et cette prise de conscience, elle est importante et nécessaire, mais malheureusement, il y a une pression forte du collectif extérieur qui empêche que ça aille beaucoup plus loin et que ça se généralise et que tout le monde puisse remplir ces 4 cadrans et échanger sur les 4 cadrans. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que les changements collectifs, on ne les a pas, mais on a des changements intérieurs de suffisamment de gens, de jeunes et qui se motivent, etc., pour avoir une dynamique qui peut-être, à un moment, réussira à faire changer un petit peu collectivement les règles. Et donc ça me donne beaucoup de bonheur. Très bien, merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question à propos de cette intervention. Donc,
si j'ai bien suivi, ça signifierait pour vous que le changement intérieur précède le changement collectif, ou bien? Chez quelques individus qui ont le luxe de, de pouvoir, une fois qu'ils ont ce changement intérieur, avoir les possibilités d'action. Oui, peut-être. Mais Mathilde, tu voulais réagir par rapport à ça? Non, mais c'était pour répondre avec le fait que je suis plus ou moins d'accord avec toi. Enfin, bon, déjà, il y a une différence voilà, entre éthique et politique. Donc, si on a un levier d'action par la consommation, voilà, on est d'accord que c'est pas ça qui va changer le cadre de ce qui est produit. Et puis, mais dans cette question de changement intérieur, pour moi, il y a un souci de la croyance en notre liberté. Parce qu'en fait, notre liberté n'est pas égale. Enfin, il y a cette idée libérale que chacune peut changer de la même manière, qu'on a toutes les mêmes accès au changement, alors qu'on a vraiment des inégalités de classe qui font qu'on n'est pas libre à la même, voilà, dans la même dimension toutes et tous. Et puis cet accès du coup au changement intérieur est vraiment pas le même chez tout le monde. Donc demander ce changement intérieur va être difficile dans un système qui nous pousse à la logique, à consommer, dont la logique de croissance nous pousse à faire des choix. Les choix sont définis par la production et pas par la consommation. Et du coup, je pense que c'est hyper important de travailler à des valeurs, de travailler à un rapport au monde qui vient nourrir un militantisme. Et en ça, je peux comprendre quel est le sens de dire un méditant militant, mais je trouve que quand même c'est une réflexion qui n'est pas accessible à toutes et tous, et que sans changement collectif, ces gouttes d'eau, elles n'ont pas de sens. Enfin, ces gouttes d'eau, elles ont du sens si elles sont là pour créer une vague, donc créer s'associer à faire une vague, voilà, qui renverse certaines choses, qui, comme disait Alexia, doit remettre en question des choses, être antiproductiviste, etc. Mais il faut être conscient qu'il y a des barrières pour amener cette goutte d'eau chez plein de personnes de différents milieux, et que donc c'est aussi un changement collectif qui va permettre ensuite aux personnes d'accéder, enfin voilà, une fois qu'on aura changé le cadre, en fait, ce sera plus simple pour les gens d'être militantes, j'ai l'impression. Donc voilà, et puis j'avais une question aussi à Alexia, dans la dimension de ce méditant militant. Quelle est pour vous, pour toi, la place de la colère? Parce que je pense que dans les émotions à mobiliser dans une lutte cherchant à s'opposer à un cadre, on parlera de la question de la violence plus tard, mais quelle est la place de la colère chez l'individu et dans cette transformation collective qui passe par l'individu? Oui, je peux réagir directement. Donc, pour moi, donc, déjà peut-être par rapport avant de passer à la dimension de la colère, pour moi, c'est pas forcément vraiment ces dimensions militant, elles avancent ensemble, elles se co-créent ensemble. Et finalement, peut-être que pour certaines personnes, le premier pas, il sera plus facile de le faire au niveau collectif ou de s'engager dans des grèves ou à Extinction Rébellion comme ça, et puis que peut-être le changement intérieur va venir aussi petit à petit. Pour d'autres, ce sera plus à travers le méditant, donc peut-être de la méditation, de la reconnexion à la nature, et que en fait après l'action au niveau collectif va venir. Donc pour moi, c'est vraiment à chacune de sentir qu'est-ce qui fait sens pour soi, là où on a envie de s'engager, sans s'engager dans tout, parce que voilà, même moi au niveau personnel, je le vois bien que pour éviter aussi une forme d'épuisement, je peux pas m'engager dans tout, il faut que je vois aussi là où ça fait le plus sens pour moi. Et voilà, et les chemins sont différents à travers tout le monde, mais en fait, c'est vraiment deux dimensions pour moi qui s'auto-alimentent et qui s'auto-régulent entre elles. Et voilà, c'est pas une pression à devenir un méditant. Enfin, je veux dire, on sait aussi méditant, mais il y a plein de postures aussi là derrière qui sont possibles. C'est pas forcément de méditer, hein, mais c'est vraiment cette idée plutôt générale, mais ça reste quand même quelque chose de très, très ouvert. Et puis après, pour la question de la colère, alors, c'est très intéressant parce que justement, nous, toutes les émotions font partie de ce travail intérieur. On développe des ateliers de ce qu'on appelle le travail qui relie. Donc, c'est un travail, c'est une pratique en éco-psychologie qui a été développée par
une éco-psychologue qui s'appelle Joanna Macy, une américaine, qui est aussi éco-philosophe et qui maintenant, elle doit avoir plus de 90 ans. Et puis, c'est vraiment l'idée, à travers plusieurs étapes, en fait, cette dame, elle a été beaucoup dans les luttes antinucléaires. Et puis, elle a vu qu'il y avait beaucoup d'émotions aussi chez les militants, donc qui étaient engagés antinucléaires, que ce soit de la tristesse par rapport à l'état du monde, que ce soit de la colère par rapport à peut-être des dirigeants qui prennent pas les bonnes décisions, du découragement ou de la puissance, parce qu'il y a des militants qui s'engagent pendant 40 ans, puis qu'ils voient qu'il n'y a pas grand-chose qui change en fin de compte. Enfin, il y a plusieurs émotions. Et puis, dans ce travail qui relie, et dans ce qu'on fait aussi nous, dans le laboratoire de transition intérieure, c'est vraiment de pouvoir laisser une place à ces émotions, parce que pour nous, voilà, c'est quelque chose de très sain. En fait, si on ressent ça par rapport à l'état de la planète, c'est quand même qu'on a une certaine sensibilité, qu'il y a quelque chose qui se passe, donc c'est pas anodin. Donc c'est vraiment de pouvoir laisser la place à ces émotions, de pouvoir se dire, ok, voilà, il faut pas les refouler, mais il faut au contraire les accueillir. Et puis, dans un espace aussi bienveillant, de comment on peut faire à travers un travail pour composter ces émotions et puis les transformer en action. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit des émotions qui restent, qui nous bloquent à l'action et puis où on reste dans cette forme de découragement ou de découragement général, mais comment on peut les transformer pour pouvoir après s'engager dans des actions qui soient créatives, au service de la société, de la collectivité, au service des valeurs qu'on a envie de mettre en jeu. Et voilà, pour nous, c'est quelque chose en tout cas, cette dimension de colère qu'il ne faut pas mettre de côté, mais qu'on essaye de transformer. Je ne sais pas si ça a répondu à la question de Mathilde. Merci beaucoup à tous et à toutes pour ces réponses. Il me semble que dans toutes les réponses que vous avez faites, il y a une dimension commune, c'est la question de la communication, parce que pour passer de l'individu au collectif, de l'émotion à l'action concrète, il faut un outil de communication pour se retrouver en réseau, partager un contexte, partager des valeurs, comme disait Carole Villiguer. Et puis là, dans la préparation de l'atelier, nous est venue évidemment la question d'Internet. En quoi est-ce que Internet a changé les modes d'action entre hier et aujourd'hui, si on peut dire. Comment est-ce que Internet et ses outils modifient le paysage pour les activistes et leur donnent des nouveaux moyens de s'exprimer et d'agir. Alors, il y avait Paul qui s'était annoncé pour répondre à cette question. Alors, je vais commencer, mais je pense que Mathilde, pour l'expérience que je lui connais sur les réseaux Internet, pourra compléter ma réponse. Alors, bon, donc moi, je suis activiste de Lausanne Action Climat. J'ai fait une petite action déguisée en tennisman dans ce hall de banque de Crédit Suisse avec le procès de Renan et le succès qu'on lui connaît. Ce succès est en partie dû à une super équipe qui a fait une Twitter Storm en parallèle de ce procès. Et du coup, je trouve ça intéressant parce que je trouve que ça pointe bien la puissance et l'intérêt des moyens d'Internet. En fait, ce Twitter Storm a permis, donc en gros, ça veut dire aller sur Twitter et faire une vague afin que les journalistes regardent, interpeller des personnalités, et après, hop, ça fait le buzz. Et finalement, on peut, à la fin, en faisant une grosse boule comme ça dans l'espace virtuel, réussir à avoir un impact un peu tangible sur la réalité. Je ne sais pas si le juge il nous a pas quitté, mais si le jugement a été dû au Twitter Storm entièrement, mais c'était un succès. Et du coup, j'aimerais mettre ça. En fait, ces pratiques sur les réseaux sociaux, ça fait longtemps qu'on les utilise et c'était la première fois que ça marchait aussi bien. Et donc, on s'est posé la question, mais pourquoi c'est la première fois que ça marchait aussi bien? Et en fait, les pistes d'explication, en tout cas que j'ai trouvées à titre personnel, sont qu'on a tendance à surestimer un petit peu les réseaux sociaux en se disant que si on fait quelque chose d'un petit peu fun et d'un peu interpellant, ça va faire le buzz, ça va fonctionner, on va pouvoir avoir un impact grand sur la réalité. Alors, déjà sur l'impact que l'espace virtuel et l'espace médiatique peut avoir sur la réalité,
Le tempérerai un petit peu. Sur les réseaux sociaux, tout est de mode, ça passe vite. Oui, les marques font attention à ne pas avoir des bad buzz, mais ça reste quelque chose d'assez… Voilà, si on réussit bien un Twitter Storm, on passe éventuellement au journal de la RTS, 19h30, hop, un jour, et puis ensuite, hop, c'est passé, il n'y a plus. Donc, voilà, je mitigerai un peu là-dessus. Et puis, en fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est que ça fonctionne quand on a du contenu, mais quand on a du contenu réel. C'est-à-dire que ce Twitter Storm a fonctionné parce que concrètement, on était 12 en procès pour la première fois sur ce genre d'affaires à Renan. On avait une idée un peu fun, mais en gros, il y a tout qui s'est bien combiné pour faire que ça a marché, parce qu'on a interpellé Roger Federer, on a eu Greta, mais il y avait du contenu, parce qu'il y a plein d'autres fois où on essaie de faire des buzz sur les réseaux sociaux et ça ne fonctionne pas du tout. C'est d'ailleurs plus c'est l'exception qui confirme la règle, ce procès. Et donc il faut relativiser sur l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux. Alors après, là, on parle de petites actions militantes à l'échelle du canton de Vaud, en Suisse, sur les questions climatiques. Les réseaux sociaux, pour les militants, c'est énorme. Ça contribue énormément pour toutes les révoltes qu'on voit dans les pays au Moyen-Orient, au Maghreb, etc. Parce que les gens se coordonnent. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier le fait que, en fait, ça fait plus catalyseur et déclencheur, les réseaux sociaux, parce que les gens peuvent se mettre ensemble et échanger, à la fois échanger et s'organiser, mais aussi partager du contenu militant et de la formation. Nous, je dis nous parce que je suis aussi à la Grève du climat, on produit beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, mais il ne faut pas surestimer non plus qui ça touche. Les réseaux sociaux, on n'y voit que ce qu'on veut y voir. Donc, ça permet, quand on a une base militante, quand on a un groupe assez large, de l'entretenir, de le motiver. Mais je crois qu'il ne faut pas surestimer et y voir une militance 2.0 extrêmement puissante. À titre personnel, je suis extrêmement sceptique sur l'utilité et l'impact des manifestations virtuelles avec des petits panneaux pour dire « je suis dans la rue ». Ça impacte moins quand même que quand on est 10 000 à Lausanne. Je suis complètement d'accord avec Paul. C'est que ça, c'est quelque chose qui a été étudié à partir du moment où Internet a été utilisé par les mouvements sociaux. C'est qu'il faut juste se souvenir que même les anarchistes, par exemple, à la fin du 19e siècle, ils avaient déjà une vision internationaliste. Et puis finalement, ils avaient des rencontres qui se faisaient aux États-Unis, à Londres, en Suisse, et que Internet a juste permis une communication qui est beaucoup plus rapide. Mais qu'effectivement, je pense que Internet ne remplace pas une manifestation avec des milliers de personnes dans la rue. Je suis très d'accord avec tout ce qui a été partagé. Je voulais poser une question à Paul parce que c'est vrai que moi, je vois bien tous ces mouvements, même nous au laboratoire, ou que ce soit la Grève du climat ou XR, on fonctionne beaucoup en lien, en réseau, et donc voilà, même au niveau international des fois. Et puis, c'est vrai que finalement, on n'aurait pas un impact aussi grand si on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, Internet. Et en même temps, je trouve un peu paradoxal aussi, moi, c'est un paradoxe que je ressens, en tout cas intérieurement, que je vois aussi tous les jours quand je suis devant mon ordinateur à lire des mails ou à envoyer des mails, c'est que à la fois, cette technologie, elle permet cette émergence des consciences et de faire avancer les choses et d'avancer dans ce monde qu'on aimerait voir venir. Et en même temps, c'est quand même quelque chose d'assez nuisible avec tous ces mails, ces ondes. Au niveau, si je prends au niveau plutôt transition écologie, ça participe aussi à la dégradation finalement de tout ça. Et moi, je voulais justement voir avec Paul ou bien peut-être Mathilde, comment vous vous positionnez par rapport à ça aussi, ces questions. Ok. Ouais, sur Internet qui connecte tout et qui nous permet d'avoir… C'est quand même une source d'information, une grande source d'information, et puis c'est motivant quand on voit ce qui se passe dans tous les pays européens, cet aspect planétaire, etc. Donc je crois que ça contribue pas mal. Après, il y a juste par rapport à Internet, il ne faut pas oublier que ça nous permet de nous mobiliser beaucoup, mais ça joue aussi contre nous dans la mesure où
maintenant, on a tous des téléphones avec nous pour toutes les actions activistes, etc. et les mobilisations. On est vachement pistés. Et on en est, enfin voilà, à l'époque où il n'y avait pas de caméra de vidéosurveillance, pas de smartphone et éventuellement un téléphone fixe dans chaque maison pour aller faire des actions discrètes de nuit pour aller repeindre un bâtiment et après ça passait dans les journaux, c'était un peu plus simple parce que maintenant, euh, si jamais on n'est pas chez nous le soir, nos téléphones ils bornent ailleurs. Si jamais on laisse nos téléphones chez nous, nos téléphones ils sont pas sur YouTube en train de regarder des vidéos débiles le soir, du coup c'est suspect. Enfin bref, donc il y a du pour et du contre. Et après sur l'aspect, sur l'impact de l'internet et des technologies de l'information sur l'environnement, euh, oui, c'est un dilemme, mais j'ai tendance malheureusement, et peut-être que c'est pas bien, à la fin justifie les moyens. Non, mais si on se coupe de tous les outils utiles qui permettent de toucher des gens, de s'organiser, finalement, on revient à se couper presque de la société. Le problème, c'est qu'on essaie de faire changer la société et de l'impacter au maximum. Donc, c'est toujours compliqué. Hein. C'est des questions qu'on se pose beaucoup, mais plus sur des services en particulier et sur la façon dont on utilise Internet. Mais euh, voilà, à côté de ça, je suis un grand partisan des logiciels libres. Bon, voilà, on essaie de compenser. Pour cette question de la pollution, enfin, c'est quelque chose de faire important, mais il y a deux poids, deux mesures, effectivement. Enfin, le poids de tout ce qu'on doit changer est tellement important que je pense que pour moi, c'est pour le moment secondaire. Tout ce qu'on peut utiliser pour essayer de faire des changements est important. Pour revenir sur ce que disait Paul, juste effectivement, avec ces limites d'Internet, je suis vraiment d'accord avec cette analyse-là. Et puis, en fait, il y a des choses déjà, en fait, il y a une limite des algorithmes sur Facebook et autres médias sociaux qui font qu'on n'atteint pas tout le monde et que si on veut créer un mouvement large, bon, je parle en pensant à la grève du climat par exemple, quand on veut atteindre vraiment une société de manière large, et bien soit on a des actions qui sont en dehors des médias et en dehors de tout ça, qui sont telles qu'on a fait les assemblées populaires ou des choses comme ça, qui prennent énormément de temps, qui sont des actions de terrain qui prennent énormément de temps, soit on a besoin de relais médiatiques parce que ben voilà, des médias qui touchent vraiment tous les foyers suisses, la plupart des gens en Suisse. Sinon, avec nos propres réseaux, ben, c'est très limité. Les algorithmes font que seuls ceux qui nous suivent déjà vont voir ce qu'on dit. Et donc, pour ce niveau médiatique, l'action sur Internet, elle est parfois relayée. C'est son but finalement, c'est de pouvoir être relayée parce qu'elle fait un buzz. Ben là, récemment, on a fait aussi deux fois des Twitter Sam. On a fait une contre le versement des dividendes par les banques suisses à leur au fonds d'investissement. Et puis, ça a été assez intéressant. Il y a eu finalement une petite interaction avec Darius Rochebin et tout ça, mais sinon, ça n'a pas non plus été couvert parce que ça n'a pas de contenu réel, comme disait Paul. Et puis, au-delà de ça, je trouve que c'est extrêmement difficile avec les mouvements, et notamment dans l'expérience de la grève du climat aujourd'hui, de subir cette pression médiatique. Donc, ça déborde un peu du sujet, mais ça fait quand même le lien avec qu'est-ce qui est relayé et comment. C'est-à-dire qu'il y a une énorme pression des grands journaux qui détiennent le pouvoir, qui ont le pouvoir d'informer, où en fait, soit on doit être toujours plus nombreux, donc ils attendent de nous une croissance du nombre, soit du spectaculaire. Donc ça a déjà été le cas de se retrouver avec des journalistes qui nous demandent si, voilà, si on n'a pas augmenté le cran de la dangerosité de nos actions parce que ça sera plus spectaculaire, que ça fera du choc, etc. Et ils sont tellement dans cette recherche-là que c'est vraiment difficile, je trouve, de gérer ça et face à cette pression-là, où finalement, notre l'intérêt médiatique de ce qu'on fait et notre possibilité démocratique d'exprimer des choses dépend de deux choses, soit du nombre croissant, toujours plus, soit du spectaculaire. Ça, c'est compliqué. Puis on l'a aussi vécu dans cette période. Enfin, il y a une journaliste notamment qui, quand je l'avais notamment tenue au courant d'une action qui se menait à Berne, devant le Berne, enfin, l'expo là, où il y avait le Parlement, contre les milliards accordés à Suisse. Enfin, c'était une action faite par très peu de personnes, par la grève du climat là-bas, avec le respect des mesures sanitaires, etc. Et puis, elle m'envoie « Ah, j'espère que vous serez nombreux si possible. » Et puis, je me disais « Non, mais attends. » Enfin, en fait,
il y a des consignes de l'OFSP. Enfin, on va désobéir aux lois qui sont contre-éthiques, mais des consignes des médecins, des experts pour la santé collective, on ne va pas l'enfreindre juste pour faire un joli sujet en fait aux médias. Et ça, c'est extrêmement difficile et ça fait vraiment le lien, je pense, avec cette bataille en fait que les activistes mènent. Alors bien sûr, le niveau médiatique n'est pas seulement le seul niveau d'éducation populaire, ou de loin pas, mais c'est un relais. Et puis voilà. Et sinon, la question de la surveillance, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique à notre époque et qui fait très peur. On a beaucoup de nos militantes qui sont surveillées en fait, et voilà. Donc ça, c'est vraiment difficile aussi. En tout cas, ça fait assez peur. D'autres réactions à propos de cette question? Sinon, on va passer à la question suivante, qui est d'ailleurs en lien avec ce qui vient d'être dit, puisqu'il s'agit justement du lien entre démocratie, désobéissance civile et action non violente ou violente. Enfin, donc, toute cette question de savoir si, à partir de quel moment est-ce que je peux déroger, devenir, sortir, disons, du droit chemin pour revendiquer ce qu'exige ma conscience. Bon, on voit que c'est vrai qu'on citait au départ, au début de notre échange, la manifestation qui a eu à Berne ce week-end avec une espèce d'amalgame de toutes sortes de revendications, de gens, de différents bords, les complotistes aux négationnistes de tout bord. Donc voilà, comment est-ce que vous imaginez un petit peu, bon, puis là, vous avez tous, je dirais, coché cette question, donc voilà, vous pouvez tous prendre la parole. Un petit peu, comment vous voyez, enfin, quelle est la place, disons, de la désobéissance civile, de cet acte qui est quand même un acte grave, qui peut être un acte rompre, disons, la règle collective, c'est quand même pas n'importe quoi. Donc, comment est-ce que vous intégrez ça dans votre militance ou dans cette volonté de changement? Alors, c'est vrai que, bon, alors, moi, la désobéissance civile, c'est quelque chose qui est venu, en tout cas, dans mon réseau assez récemment, enfin, disons qu'il n'y a pas très, très longtemps, aussi dans tout ce domaine de la transition. Et pour moi, c'est vraiment, en fait, toute cette désobéissance civile, action violente ou non violente, elle est là aussi pour nous montrer en fait les limites ou l'impasse d'un système politique qui est en place, mais aussi pour nous montrer finalement peut-être une urgence ou une problématique. Et puis j'aurais quand même précisé, parce que voilà, Pierre, tu parlais d'action non violente ou violente. Pour moi, alors voilà, l'action violente est peut-être une réponse à ces limites, mais à laquelle voilà, je m'y attache pas personnellement, parce que voilà, pour moi, si on veut vraiment changer un système et puis passer à quelque chose de plus coopératif ou de plus respectueux, comment on peut le faire si les moyens utilisés pour ça, en fait, mettent en péril ses propres valeurs. Donc voilà, c'est un peu pour me positionner par rapport à ça, mais en tout cas, à travers la désobéissance civile et l'action non violente, pour moi, ça fait beaucoup sens. Alors, j'ai parlé justement des limites du système politique. C'est vrai que pour moi, voilà, dans la démocratie actuelle, telle qu'elle fonctionne, il y a quand même un problème où on n'arrive pas à prendre en compte le plus long terme, c'est-à-dire les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux. Puis avec cette crise aussi du coronavirus, c'est assez flagrant quand même comment ça se passe, parce que, alors certes, voilà, les politiques ont pris à court terme, et pour gérer la crise sanitaire, ils ont pris de très bonnes décisions qui étaient très respectables. Mais ce qui me manque, moi, toujours, c'est cette vision à long terme. Parce que pour moi, voilà, la crise climatique, écologique, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus systémique et elle est beaucoup moins réversible qu'une crise du coronavirus. Et puis là, typiquement, on a eu de la chance d'avoir à profusion des denrées alimentaires, d'avoir les supermarchés ouverts tout le temps, mais dans le cas de quelque chose de beaucoup plus grave, ce ne sera pas du tout pareil. Et voilà, pour moi, il y a vraiment l'enjeu de prendre ça en compte. Dans les politiques, elles ont aussi ce rôle-là, finalement. Il n'y a pas que l'individu. Et puis, j'avais aussi écouté une conférence une fois de Nicolas Hulot, qui était venu en Suisse, qui lui, il a aussi cette expérience en tant que ministre, enfin qu'ex-ministre en France.
Puis c'était intéressant parce que voilà, il disait en tant que dirigeant, ben, on est beaucoup pris par les séances, on est beaucoup pris par le fait de vouloir gagner les prochaines élections. On est beaucoup, il y a beaucoup d'enjeux comme ça à court terme qui font qu'on n'arrive pas à se projeter ou à mettre en place des choses au long terme. Et je pense que c'est vraiment une des grosses limites de ce système aujourd'hui. Et du coup, pour moi, ben, la désobéissance, c'est pas du tout quelque chose de négatif ou de péjoratif, mais c'est vraiment, pour rappel, on a aussi des grandes figures qui ont fait de la désobéissance civile, comme Nelson Mandela, Gandhi, Martin Luther King. Voilà, c'est pas quelque chose vraiment de péjoratif pour moi. Et c'est vraiment l'idée de ne pas se soumettre à la loi ou au pouvoir et de désobéir par rapport à une situation que je trouve profondément injuste. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de justice là derrière, de vouloir aller vers une société plus juste et donc de dire non à une société qui met en danger le bien commun, qui met en danger la planète sur laquelle nous vivons et dont nous dépendons et dont les générations futures dépendent aussi. Et puis j'ai lu justement cette semaine un article où il y avait elle est professeure d'ethnologie à l'université de Neuchâtel, elle s'appelle Hélène Hertz. Et puis elle disait l'urgence écologique dépasse aujourd'hui le simple plan politique. C'est un enjeu de vie ou de mort. Et c'est vrai que voilà, pour moi, quand on voit l'inertie au niveau politique, il faut bien trouver d'autres moyens d'agir. Et pour moi, en ce sens, la désobéissance, c'est un acte purement, c'est un acte démocratique aussi, c'est au sens critique, mais c'est aussi une manière de participer à cette société, une manière de prendre sa responsabilité, de se sentir responsable en tant qu'individu par rapport à ce qui se passe et de pouvoir aussi s'engager dans le débat public et peut-être d'influencer les choix ou les priorités des élus. Et puis peut-être juste un petit lien aussi, comme avant j'ai parlé de cette transition intérieure et puis d'aller aussi dans ce changement justement de valeurs qui sous-tend ce modèle consumériste, productiviste. Et puis la transition intérieure, c'est aussi, on a parlé des émotions, c'est aussi aller au-delà d'un certain découragement et d'une impuissance. Et pour moi, la désobéissance civile, ça participe vraiment à cette action qui est mise en place. C'est pas simplement rester dans le découragement, mais c'est aller, c'est construire, co-construire quelque chose de nouveau, participer à la création de ce nouvel imaginaire. Et puis, c'est participer à cette création des autres valeurs aussi, qui est vraiment fondamentale aujourd'hui. Et donc, c'est pas simplement quelque chose pour moi qui va à l'encontre du système, mais c'est aussi quelque chose qui participe à la création d'autres choses de nouveau. Merci. Mais je me pose quand même la question de, justement, oui, alors je partage ce que tu viens de dire, Alexia, mais c'est aussi, disons, la manière dont la désobéissance civile, finalement, ou le concept de désobéissance civile pourrait être utilisé par des gens qui n'ont pas du tout la vision que tu viens de décrire, mais qui, au contraire, ça leur permettrait de justifier des prises de position qui ne sont pas du tout pour le bien commun, mais disons qui sont présentées en tout cas comme des cas de conscience intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Je pense que nos démocraties actuellement, elles ont favorisé une économie de marché qui a laissé plein de gens sur le carreau et puis qui n'ont pas su non plus et qui ne savent pas répondre à l'urgence climatique à laquelle on fait face aujourd'hui. Donc, devant cet échec-là, évidemment qu'il va y avoir une multitude de mouvements qui vont émerger et puis qui vont développer des moyens d'action qui vont se faire en dehors de la sphère institutionnelle, puisque de toute façon, comme Paul le disait ou Alexia, c'est-à-dire que les outils que la démocratie offre, et notamment la démocratie directe, ils ne fonctionnent pas. Donc, devant ce constat que ces outils-là ne fonctionnent pas, on va chercher d'autres moyens d'action. Et c'est vrai que on a vu en sociologie que la plupart du temps, les moyens d'action, ils évoluent pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle encore de désobéissance civile, alors que c'est quelque chose qui a été développé au 19e siècle par Thoreau. Donc, en sociologie, c'est vrai qu'on préfère éviter de parler de désobéissance civile, mais quand on a trois catégories qui qualifient les moyens d'action, on a les moyens légaux et tolérés, qui sont les manifestations autorisées, qui sont les sit-ins, qui sont ce genre d'action,
je dirais, la diffusion de l'information. On a des actions, ça c'est la deuxième catégorie, qui sont illégales, c'est-à-dire la loi ne l'autorise pas, mais qui sont généralement tolérées. Et là, on a les manifestations non autorisées, on a les occupations, on peut avoir les graffitis, puis on a une troisième catégorie de moyens d'action qui sont les moyens d'action qui ne sont pas autorisés et qui ne sont pas tolérés. Et puis cette troisième catégorie, elle regroupe les moyens d'action violents en général. Et moi, je me suis intéressée à cette extrémité-là, c'est-à-dire que le moyen d'action violent, il surgit jamais par hasard, mais qu'il est toujours le résultat d'un processus d'escalade de la violence. Et la désobéissance civile, elle se situe pour le moment dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire les moyens d'action illégaux mais tolérés. Mais la question que je me pose, c'est combien de temps ça va durer? Parce que moi, j'ai observé les mouvements antinucléaires des années 1980, et puis qu'est-ce que j'ai vu? C'est qu'ils ont commencé avec les moyens d'action offerts par la démocratie directe, l'initiative, le référendum, l'information, etc. Puis quand ça n'a pas marché, ils sont passés aux moyens illégaux mais tolérés. Et puis je me dis que pour le moment, on en est là dans la lutte. Puis quand ils ont vu que ces moyens, ça ne fonctionnait pas, ils sont passés à des moyens beaucoup plus musclés. Donc, devant l'inefficacité d'un moyen d'action, en général, on a une escalade de la violence. Et puis, ce qui la provoque, en général, qu'est-ce que c'est? C'est une répression qui est démesurée par rapport aux moyens d'action. Donc, ça va avoir pour effet dans nos démocraties de favoriser ce qu'on appelle, c'est important, en fait, c'est jamais des mouvements qui se radicalisent, c'est des moyens d'action. Et les mouvements décident à un moment donné qu'ils vont radicaliser leurs moyens d'action. Et puis, en général, quand on a une répression policière qui est importante, les mouvements vont avoir tendance à radicaliser leurs moyens d'action. Quand on a un contre-mouvement, moi je l'ai étudié par rapport à l'extrême gauche, l'extrême droite, c'est-à-dire que quand on a deux mouvements avec des valeurs qui s'opposent, on va avoir tendance aussi à radicaliser des moyens d'action. Donc, moi, le grand point d'interrogation par rapport à la lutte qui se passe actuellement, c'est à partir de quand les mouvements vont se dire finalement, ce qu'on veut atteindre, ça ne va pas assez vite, et puis on doit passer à d'autres moyens d'action pour pouvoir y parvenir. Merci Carole, c'est super intéressant cette question-là. J'aimerais presque dire qu'en fait, il y a déjà eu une certaine radicalisation des moyens, par exemple avec les mouvements anti-pub à Lausanne, qui sont directement liés à la lutte anti-consumériste et anticapitaliste, avec le fait que d'abord c'était des actions plutôt, disons, tolérées d'arrachage d'affiches, qui sont passées à des actions de brisage des panneaux publicitaires, qui ont adopté d'autres moyens d'action. En France, les jeunes de la grève du climat sont aussi allés... D'abord, ils ont fait des occupations, mais ils sont aussi parvenus à faire des dégradations matérielles des bureaux du fonds d'investissement BlackRock, je crois. Donc, j'ai l'impression que il y a déjà des bribes, en tout cas. Mais aussi, au niveau de la question de la violence et non-violence, moi, je trouve extrêmement difficile de la définir, en fait. Qui définit qu'est-ce qui est violent? Parce que c'est, dans le fond, un point de vue. Et puis... on voit cet aspect de la violence qui fait écho à nos représentations de ce qu'est la violence, mais il y a une violence indirecte, une violence informelle, pas informelle, mais de comment on laisse ce monde en fait aller à sa perte, ou on est dans un monde où il y a 50 000 personnes qui meurent chaque jour de faim et de la pollution, on défonce notre biodiversité, la vie sur Terre, donc c'est probablement bien plus violent qu'une vitre cassée. Qu'est-ce que vaut une vitre cassée ou du faux sang sur un bâtiment face à la vie des gens qui est et sera bien plus encore en péril devant la violence de comment est construit ce système. Du coup, pour moi, il y a aussi une notion de défense et dans le droit, finalement, même si c'est articulé différemment, mais dans le droit, il y a quand même
la notion de légitime défense face à quand quelque chose est mis en danger. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez été notamment acquitté, enfin pas vraiment acquitté, mais c'était cette notion de protéger un bien juridique. Mais bon, après, il y a tout un tas de conditions, il faut qu'ils soient individuels, etc. Mais finalement, il y a quand même cette notion dans le droit qu'on peut enfreindre une loi quand elle nous met en danger. Donc, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire parvenir l'idée qu'en fait, il y a réellement de nombreux biens importants et des droits fondamentaux en danger. Mais enfin voilà, pour moi, c'est une question de légitime défense et je pense que c'est important de rappeler qu'une vie de cassé, c'est vraiment peanuts par rapport à tout ce qui va être horrible et qui l'est déjà dans la destruction de la planète et de la vie des gens. Et puis, il y a aussi le fait que, vous l'avez déjà dit, mais c'est vrai que ce système, on n'a pas le choix de l'accepter. Enfin, cette société-là est construite dans la destruction des pays du Sud, mais de celles et ceux qui aussi sont dans d'autres classes sociales ici, dans nos pays. Il y a des grandes disparités qui ont été révélées aussi par la crise du Covid. Et les élections et les votations, elles sont biaisées aussi par rapport à comment elles fonctionnent avec de l'argent. La démocratie demande d'être coûte beaucoup et vraiment pas, de loin pas tout le monde a à disposition la même somme d'argent pour s'exprimer. Et puis, il y a aussi un biais parce on voit au niveau des partis, mais un parti qui a plus d'élus gagne beaucoup plus d'argent, donc a plus d'argent pour mettre en valeur ses idées. C'est pas seulement le seul rouage, mais c'est un des rouages de comment cette démocratie est un peu aux mains du capitalisme, en fait. Et puis, du coup, on a aussi une instrumentalisation par les groupes qui ont le plus de puissance de nos démocraties, de notre accès à l'information, de la manipulation de nos désirs aussi. J'entends la publicité, du coup, justement. Et puis, du coup, en fait, il nous est imposé, on a très peu de moyens de s'opposer à la brutalité de ce fonctionnement. C'est un peu Goliath, quoi. Et puis, du coup, pour moi, les moyens sont nécessaires. Et puis, justement, la désobéissance civile l'est aussi. Et peu importe qu'elle soit violente ou pas, pour moi, c'est vraiment une considération qu'on devrait essayer de transcender en se disant, mais plutôt comment on peut s'opposer collectivement, physiquement, moralement contre le poids de ce système-là. Donc pour moi, il y a une contrainte, même si pour moi, il y a une contrainte et je crois que Gramsci disait aussi que la contrainte de l'État peut être soit forcée ou consentie. Et puis en France, on a beaucoup plus un État qui s'exprime par la force. Les violences policières sont terribles, etc. Mais en Suisse, on a aussi une force exercée par le consentement. On est dans un pays où on peut voter, mais si on sort dans la rue s'exprimer, on n'a pas le droit de sortir dans la rue sans se faire déguerpir tout de suite, alors qu'on a des masques et qu'on est 4, quoi. Donc voilà, donc il y a un peu une démocratie qui consent à ça. Donc moi, j'ai juste une question par rapport à ça. C'est la question de la légitimité ou de l'auto-légitimation. Quand on est un mouvement et qu'on descend dans la rue face à un système, comme vous dites, c'est quand même un système qui reflète la volonté de la majorité. Donc, si on vit dans une démocratie, que cette volonté elle soit très consciente ou pas, ça c'est encore d'autres questions, mais comment est-ce qu'on se légitime soi-même, surtout quand on commence à passer des étapes, quand on commence à passer d'une action légale et légitime à une action illégale et puis ensuite éventuellement à la suite. Je vais peut-être commencer une réponse, puis Paul, tu peux aller après, mais justement, pour moi, déjà, justement, cette démocratie n'est pas représentative de la vie générale parce que, d'une part, pas tout le monde peut voter. En Suisse, il n'y a vraiment pas toute la population qui peut voter. Et puis, justement, la manière dont sont menées les campagnes politiques, notamment, est biaisée. Et il y a vraiment une instrumentalisation. On n'est pas dans un système où il y a un sens fort démocratique. Je trouve que malheureusement, la démocratie a perdu son sens. Il faudrait réinvestir ce terme, mais on n'a vraiment pas un accès tel qu'on le croit à l'expression de ce qu'on pense et il y a une force, vraiment une contrainte sur nos désirs, notre connaissance, notre information qui est importante, qui est énorme. Et puis du coup, pour moi, effectivement, il ne faut pas dire que la désobéissance civile est légitime quoi qu'il se passe.
on doit réfléchir à quels sont. Enfin, du coup, c'est un exercice habile, mais qui est du coup aussi un exercice politique et collectif. Peut-être qu'on ne doit pas le faire tout seul, c'est bien ça qui est peut-être le plus important, mais de réfléchir à qu'est-ce qu'on cherche à sauver, dans quelle histoire on s'inscrit, et puis enfin on fait cette comparaison justement entre tout ce qui est en train de broyer en fait le système actuel avec les monopoles, enfin je sais pas, avec les grands groupes financiers, avec les grandes multinationales. D'ailleurs, nos pays sont vraiment dont nos pays sont complices par rapport à la fiscalité et comment ils les accueillent ici. Donc, face à tout ce fonctionnement, il y a une forme de... On doit émanciper... Enfin, c'est difficile, mais il faut que collectivement, on émancipe notre réflexion et qu'on sache pour quelle société juste, égalitaire, démocratique, écologiste on se bat, et puis qu'on identifie que tous ces droits sont enfreints par la loi même, en fait. Mais du coup, pour moi, les manifestations anti-vaccins et anti-confinement et anti-tout de samedi passé n'ont pas forcément... c'est intéressant, mais justement, je trouve que leur position est difficilement défendable sur plusieurs points. Ce qui montre aussi les limites de ça, et c'est évidemment difficile du coup de dire à quel moment je suis légitime, mais parce qu'on s'inscrit dans une histoire, qu'on a une analyse, qu'on fait une analyse de la situation, scientifique aussi. Ouais, par rapport à ça, la question c'est sur la légitimité de la désobéissance civile. Peut-être, bon, alors j'adhère entièrement à la remarque sur le système politique suisse, etc. Je ne suis pas pour l'UDC, mais c'est vrai qu'ils avaient voté de plus faire rentrer l'étranger, etc. Ça n'a pas été très bien appliqué. Je pense que si un jour l'extrême gauche vote qu'il n'y a plus de traité de libre-échange, ça va prendre du temps à être appliqué au Parlement, voire ce ne sera pas appliqué. Les multinationales responsables, si dans 10 ans, ils s'en occupent, ce sera impressionnant. Non, donc voilà, il faut quand même la classe politique tient une sorte de politique un peu de centre-droit qui ne bouge jamais, qui se conserve comme ça. On a des choses bien en Suisse, mais il y a des choses, voilà, c'est pas extraordinaire. Et sur la partie de quand est-ce que c'est légitime la désobéissance civile? Alors moi, je pense que c'était très légitime que tous les conspis, etc., se retrouvent à Berne faire leur petite manif. Parce que en fait, finalement, la désobéissance civile, c'est quoi? C'est un acte de communication. On vient et on dit, voilà, je pense que ça va pas, et je le montre, et je suis prêt à m'exposer et subir un peu les conséquences. En fait, on montre à la fois qu'on accepte certaines règles communément admises en disant, parce que d'une certaine manière, il y a un peu dans la désobéissance civile conventionnelle, le côté je le fais un peu à visage découvert, et puis je me fais un peu attraper par la police, comme ça on montre à tout le monde que on respecte un peu les règles, et à la fois, on en enfreint une pour dire, là, il y a un problème. Bon, le problème avec ces personnes-là, c'est que leur analyse scientifique est un peu foireuse, donc j'adhère pas à titre personnel, et je légitime ma désobéissance civile parce que je considère que mon analyse scientifique est irréprochable. Non, mais chacun se le justifie différemment, mais j'ai une analyse des faits, en fait, déjà qui est différente entre une personne déjà qui va me reprocher de faire la désobéissance civile. La plupart des gens qui me reprochent de faire de la désobéissance civile vont pas vraiment être d'accord sur la problématique. Donc déjà, voilà, ça explique un peu la raison pour laquelle moi je légitime pas. Et tous les gens qui sont plutôt d'accord sur la problématique, mais la désobéissance civile, ils ne savent pas, en général, quand ils voient de la désobéissance civile, ça les fait réfléchir et ça les choque un peu et ça fait avancer la discussion. Et pour rebondir peut-être par rapport au mode d'action violent, non violent, j'aime pas du tout cette dénomination. Bon, premièrement parce que c'est compliqué, parce que chacun a une définition un peu violence. Violence, c'est quoi? C'est la violence envers les personnes, c'est envers les objets, c'est la violence psychologique. Si je mets du sang dans un McDo, c'est violent. On va toujours dire qu'il y a des enfants, que c'est horrible. Et je préfère analyser plutôt les modes d'action simplement en fonction de ce que l'on souhaite obtenir et de la dynamique dans laquelle l'action s'inscrit. Pour moi, il y a des actions qui sont de communication, qui permettent de gagner en audience, de servir du système médiatique à la fois, peut-être pour prendre un peu de place politiquement et dans le système médiatique, mais aussi pour faire savoir quelque chose. L'action dans laquelle je me suis inscrit en allant en tennisman dans le Crédit Suisse, c'était une action qui visait
à souligner le rôle de la finance, éventuellement à donner un peu plus de puissance à ce discours-là dans la place publique. Mais ça n'avait pas du tout vocation et d'aucune manière, ça n'empêche Crédit Suisse de continuer de faire ce qu'ils font actuellement. Et c'est là où, donc je vais prendre l'exemple de l'antipub à Lausanne. Et on a vu une radicalisation, c'est assez intéressant. Ça a commencé avec des stickers, après ça s'arrache, et puis après, hop, il n'y a plus de vitre. Chaque action correspond à quelque chose de différent. La première, c'est de faire remarquer qu'il y a de la publicité partout et les gens le remarquent et on le détourne un peu et puis c'est marrant et puis ça séduit un certain public. Et en fait, au bout d'un moment, on peut faire ça, c'est intéressant et ça parle. Mais si notre objectif, c'est qu'à un moment, il n'y ait plus de publicité, soit on rentre dans une bataille politique avec les lobbies de la publicité et avec les problématiques que Mathilde a évoquées précédemment pour essayer de faire passer une initiative, pour essayer de bloquer ça et faire qu'il n'y a plus de pub à Lausanne, soit avec des actions matérialistes, on vient et à chaque fois qu'il y a une nouvelle vitre, on la casse. On va faire ça une fois, on va faire ça 2 fois. Après, il y en a, ils vont se faire arrêter. Ça va continuer. Et quand l'entreprise de publicité elle a besoin de remplacer 3 fois sa vitre qui fait 5 cm d'épaisseur et qui va coûter la peau des fesses à chaque fois qu'elle installe un nouveau panneau, elle arrête d'installer des panneaux dans les transports publics lausannois. Je sais que quand il y a des gens qui enlèvent les affiches dans les métros, après, il n'y a plus que des publicités culturelles. Donc, la violence, elle est une certaine. Enfin voilà, il y a les actions qui vont être oppositionnelles, qui vont permettre de gagner du terrain et d'avoir des victoires. Et celles-ci, peut-être sont non violentes, mais peuvent l'être aussi. Et après, il y a aussi les actions de communication. C'est plutôt comme ça que j'aime à réfléchir les actions, plutôt que de mettre une dichotomie un petit peu sur la façon dont on définit les modes d'action violents. Moi, j'aimerais juste faire une remarque par rapport justement à la violence non-violence. Est-ce que la limite, c'est pas justement l'atteinte physique, l'atteinte à la vie? Alors là, je peux répondre. Moi, c'est pas très opératoire, cette limite violence, non-violence, parce que Mathilde l'a justement dit, c'est qui va définir qu'une action est violente à un moment donné. Et c'est toujours celui qui a le pouvoir du discours qui va pouvoir décider ce qui est violent et ce qui n'est pas violent. Et en général, les notions de violence, non-violence et désobéissance civile, ça fait partie d'un discours des acteurs qui participent d'un conflit. Et la police va avoir, les services de police et les autorités politiques vont avoir tendance à utiliser la notion de violence pour caractériser une action, pour pouvoir légitimer ensuite un mode répressif. Et puis, les militants vont avoir tendance à utiliser non-violent et désobéissance civile pour pouvoir légitimer leurs moyens d'action. Donc, moi, je trouve que c'est pas très fécond non plus et que quand on parle très précisément de moyens d'action, quelle action pour quel objectif ou quelle action est-ce qu'on utilise, ben là, ça devient un peu plus intéressant. Simplement qu'il y a des exceptions, parce que ça, c'est une logique qui fonctionne très bien quand on analyse des mouvements de gauche et d'environnement, mais par rapport à l'extrême droite et par rapport aux skinheads, ben, ça fonctionne de façon différente parce qu'eux n'utilisent pas la violence pour parvenir à des objectifs, mais ils ont une violence qui est expressive, c'est-à-dire qu'il vient construire une identité de groupe, mais qui n'a aucune visée par rapport à l'extérieur. Donc voilà, désolée de la voix du monde académique. Non, mais c'est au contraire très intéressant. Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir à ça. Ouais, moi, je trouve vraiment très intéressant tout ce qui a été amené. Enfin, je trouve que ce conflit entre qu'est-ce qui est violent, non violent, je pense aussi qu'à travers différentes personnes, si on a 100 personnes dans un groupe, la violence est perçue différemment selon chaque personne, selon ce qu'il ou elle a vécu aussi dans son parcours professionnel, individuel, etc. Et ouais, je trouve que ce qui est aussi finalement intéressant, c'est que, comme on disait Carole, ou peut-être dans des groupes, ce qui définit un groupe, c'est le fait d'être violent. Là, ce que je trouve intéressant dans ces milieux comme Extinction Rébellion, c'est pas cette violence qui définit ce groupe, c'est vraiment la visée, le but à atteindre. Et c'est peut-être aussi une forme de légitimité de ça. Alors après, voilà, c'est jusqu'où on va. Et moi, je trouve qu'il y a aussi une tension. On le voit peut-être on l'a vu avec les gilets jaunes. Enfin, au début, c'était quand même assez passif. Puis après, il y a
aussi des groupes plus extrémistes qui se mêlent avec. Et c'est vraiment de pouvoir mettre une limite. Mais je crois, alors je ne sais pas si Paul ou Mathilde peuvent témoigner, mais en tout cas, dans la manière dont fonctionne Extinction Rebellion, il y a quand même des choses à respecter. Il y a quand même, enfin, ça va pas dans tous les sens non plus pour ne pas atteindre cette violence. Peut-être je serais intéressée de savoir aussi comment vous fonctionnez quand il y a des nouveaux arrivants, par exemple, ou quand votre manière de gouverner pour essayer de ne pas justement dépasser ces limites. Alors, je ne voudrais pas parler au nom de Extinction Rebellion, car je ne suis pas membre d'Extinction Rebellion. Enfin, voilà, je ne suis pas membre actif d'Extinction Rebellion. Je ne participe pas aux plénières. J'ai déjà participé et donné des coups de main à pas mal d'actions. Il y a des règles assez strictes. Et en fait, du coup, j'ai une petite critique par rapport à ça, parce que non pas que je souhaiterais qu'Extinction Rebellion soit violent, mais tout comme je trouve étrange de définir un groupe comme un groupe violent, je trouve un peu étrange, ou peut-être, voilà. Enfin, j'ai un peu la même chose à reprocher, à part que bon, c'est plus gentil, du coup, s'ils font des bêtises, c'est moins grave s'ils sont non violents que s'ils sont violents, mais à Extinction Rebellion, finalement, ils se définissent vachement par leur mode d'action et peut-être pas assez par rapport à leur. Non, ils sont très définis par rapport à leur but, mais ils sont un peu trop définis sur leur mode d'action des fois, et des fois, ça en devient. Des fois, on a un peu l'air bête parce que c'est un peu le mode d'action pour le mode d'action. Cela dit, en termes de discours, pour un discours public, etc., c'est peut-être important qu'il y ait des organisations qui se positionnent comme Extinction Rebellion. Il y a des choses assez strictes par rapport à ça, Extinction Rebellion. C'est-à-dire que si on est sur un blocage et que Extinction Rebellion considère qu'il y a quelqu'un qui est un peu violent ou qui harangue un peu les forces de l'ordre, tout le monde s'assoit, fait non violent. Comme ça, la personne qui est un peu agressive, elle est debout et elle se fait attraper par les forces de l'ordre. C'est très dans la collaboration du jeu, du rapport de force avec la police. C'est intéressant. Je pense que ça. Je crois que ça, malgré les reproches que je peux avoir sur peut-être le non-sens de se définir absolument comme non-violent ou de se définir comme violent, je pense que ça a peut-être du sens dans un processus d'intégration de militants dans des mouvements globaux, parce que quand on habite en Suisse et qu'on a toujours été à Lausanne, quand on va sur un blocage et qu'on sait que c'est non-violent et que ce sera à peu près strictement respecté, je peux comprendre que ça ait un rôle qui peut être un peu utile dans une certaine mesure. Donc voilà, moi j'ai pas de. C'est très compliqué de se positionner en tant que mouvement social. Je trouve qu'XR fait un super travail. Donc voilà, je veux pas. Mais ouais, c'était juste peut-être le petit point que j'avais à dire par rapport à ça. Et ils sont très bons en recrutement des nouveaux. Ah non, j'ai aussi un autre truc. Il y a tout un corps. En fait, à XR, il y a quand même tout un corpus très intéressant. Il y a toute une intégration sur les valeurs. Et pour rebondir par rapport à ce que disait Carole au début, c'est très intéressant comment le groupe se constitue. C'est-à-dire que pour entrer à Extinction Rebellion, il faut assister à une conférence, avoir lu le livre, et puis après, on a le droit de rentrer parce qu'on se bat pour la vie. Je ne sais pas si Carole, c'est quelque chose que vous allez étudier, mais c'est vrai qu'il y a une rhétorique qui est très intéressante, qui fait qu'Extinction Rebellion est un mouvement fort et assez solide, mais parce que les gens sont vraiment soudés sur les valeurs. À côté, il y a des mouvements comme la grève du climat dont je fais partie, où c'est le bazar, parce que les gens viennent, ils participent, ils ne sont pas tous accordés. Et là, ça, c'est un point très fort d'Extinction Rebellion, c'est qu'ils ont vraiment un corpus, des fois peut-être un petit peu trop interprété de façon littérale et dans le dur, mais ça leur permet en tant que mouvement de tenir. Si j'ose, juste, ouais, enfin, pareillement pour XR, je trouve que c'est une part de leur, de ce qui fait leur succès, même si j'apprécie aussi beaucoup le joyeux bordel de la grève du climat, aussi parce que finalement, ce qui est difficile, c'est que dans Extinction Rebellion, il y a beaucoup du coup de nouvelles personnes qui n'ont jamais fait de militantisme avant, ou en tout cas pas avec volonté, et qui du coup apprennent que la non-violence est la solution. Alors, et du coup, on rentre de nouveau dans cette dichotomie qui fait peu de sens, comme tu l'as dit au départ, Paul, parce que en fait, il n'y a pas un groupe violent qui arrive et qui dit bon voilà, on va faire des trucs violents. C'est pas quelque chose qui émerge des individus, mais qui vient dans une complémentarité de réaction face à des injustices et ensuite à une répression. Et du coup, j'ai l'impression que donc, c'est un peu dangereux de transmettre aussi cette vision que, donc, d'une part, il y a quand même un atout parce que ça apporte l'idée même d'enfreindre une loi pour un bien plus important, collectif, etc., sans toucher à d'autres choses trop sensibles. Mais à terme,
ça peut être dangereux de penser qu'il y a que dans ce cadre que c'est acceptable. Et puis, dans l'histoire, à nouveau, je ne suis pas historienne des mouvements sociaux ou des révolutions, mais dans l'histoire, avec les luttes féministes, on sait quand même que les suffragettes que les mouvements des suffragettes ont été aussi portés par cette complémentarité des actions, avec des manifs énormes, des grosses actions de masse un peu, mais aussi des mouvements minoritaires qui ont utilisé, alors je ne sais plus exactement ce qu'elles visaient, mais elles avaient utilisé des bombes pour se révolter, parce que ça faisait tellement d'années qu'elles luttaient contre tout ça. Dans les mouvements antinucléaires aussi, il y a eu après des grands mouvements de masse, des mouvements de manifestation, puis qui venaient même après des moyens complètement légaux de démocratie directe. Il y a eu des actes terroristes sur les centrales nucléaires. Et puis, donc on analyse même Nelson Mandela. Finalement, il y a eu aussi, en parallèle à son activisme non violent, des groupes non violents, je crois, des groupes des actions plus dégradantes en tout cas. Et du coup, on voit qu'elles vont, en tout cas, en parallèle, et qu'elles sont pas, que ni l'une ni l'autre doit être dogmatique. Donc, on va pas non plus faire une action violente parce que comme ça, quoi. Mais il faut pas se camper dans un dogmatisme de ce qui est non violent, alors qu'on a dans l'histoire des mouvements sociaux qui ont fait changer les choses, des démonstrations que c'est par une complémentarité de ces pratiques qui n'allaient pas, qui s'expliquaient par un enchaînement de choses qu'on a pu atteindre des succès et gagner des choses. Et voilà, du coup, après, pour revenir sur ta question, tu disais avant, Pierre, est-ce que le bien le plus important ne serait pas la vie? Moi, c'est en tout cas clairement une limite personnelle de ne pas toucher et enfreindre la vie des êtres sentients, donc animaux aussi. Et du coup, mais je pense, du coup, pour moi, c'est aussi ma limite. Je pense qu'il y a dans d'autres pays où ils ne peuvent même pas se poser cette question parce que, il y a une question de défense vraiment directe. Mais pour nous qui ne sommes pas dans une répression directe là-dessus, je pense que c'est une limite importante. C'est une limite pour moi qui est claire. Mais au niveau de la dégradation, etc., je pense que dans l'histoire, on a aussi des exemples. Et puis, c'est donc pour ça que je trouve un peu dangereux, comme XR essaie de cadrer l'action désobéissante dans le cadre de ce qu'ils appellent non-violent. Oui, par rapport à XR, moi, la question justement d'utilisation de la non-violence ou de la revendication de la non-violence, moi, ça me semble plus être un moyen de... une identité, mais aussi une sorte de gage d'efficacité, quoi. Parce que c'est vrai que si on s'annonce violent, c'est peut-être pas le meilleur moyen de trouver des alliés. Mais bon, voilà. Mais je pense, malgré tout, je pense qu'il y a un grand malentendu sur la définition de la non-violence, mais on ne va peut-être pas l'aborder ici. Mais je ne sais pas si Carole, vous vouliez réagir un petit peu à ça, vu que vous avez été citée. Bon, déjà, il n'y a pas de définition de la violence et il n'y a pas de définition de la non-violence. Ça n'existe pas. Ensuite, par rapport aux objectifs des mouvements d'extinction-rébellion, je dirais qu'il y a un débat entre différentes tendances à gauche depuis toujours entre la primauté à l'objectif, c'est-à-dire qu'on définit un objectif, puis ensuite on va définir des moyens d'action pour parvenir à cet objectif, et des mouvements qui sont beaucoup plus spontanés, c'est-à-dire qui donnent la primauté à l'action, mais tout simplement parce que les mouvements sociaux ont toujours des objectifs qui sont extérieurs à eux, mais des objectifs qui sont aussi intérieurs. Et l'objectif intérieur, ça va être souvent de rapporter des ressources, c'est-à-dire de l'argent pour pouvoir organiser ces actions, mais les ressources qui sont aussi humaines, c'est-à-dire qu'il va falloir recruter des personnes pour pouvoir être plus efficaces. Et puis moi, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié ces mouvements qui ont utilisé la violence. Alors tout d'abord, eux ne se définissent jamais comme violents. Des mouvements qu'on caractérise comme terroristes, les personnes qui ont été dans ces mouvements-là ne se caractérisent jamais comme terroristes. Donc la question de la violence, non-violence, c'est toujours une question de discours et qui parle quand. Et moi, je me souviens d'avoir discuté avec un ancien brigadiste des Brigades Rouges en Italie. Et puis, lui, il disait, de toute façon, nous, on n'a pas eu le choix, parce que de toute façon, soit dans la rue, on était descendu par l'extrême droite, soit on prenait les armes pour pouvoir
tués. Et par rapport aux objectifs externes et internes, c'est une personne qui a participé à un moment donné à l'assassinat d'une personne politique, Aldo Moro à l'époque, et toute la population, les médias avaient été horrifiés par cette action-là. Et puis lui disait, mais il y avait ce discours extérieur des médias qui condamnaient, mais sur le plan des stratégies intérieures, on n'a jamais eu autant de demandes d'adhésion aux Brigades Rouges du moment qu'on était passé à ce stade-là de la violence. Donc tout ça pour dire que si Extinction Rebellion donne la primauté à l'action, c'est certainement parce que c'est un mouvement qui vient nourrir une logique, qui pense à une logique d'action qui est intérieure autant qu'extérieure. Un petit complément, c'est que alors moi, je suis Extinction Rebellion, mais je n'en fais pas partie, donc je ne peux pas non plus témoigner en leur nom, mais il me semble qu'ils ont quand même développé justement à l'intérieur cette culture aussi de transition intérieure où ils ont une cellule culture régénératrice, où ils travaillent aussi sur ces dimensions-là, où ils font aussi des exercices, ils réfléchissent aussi à la gouvernance, aux moyens de vivre ensemble, aux moyens de prendre des décisions. Il y a quand même beaucoup de choses en parallèle à cette mobilisation active.